Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une personne évitante peut tomber amoureuse. Et ça va se passer en 4 étapes qu'on va détailler aujourd'hui. La toute première s'appelle l'amour conceptuel. Ces personnes évitantes ne tombent pas amoureuses comme toi ou moi. Elles tombent amoureuses différemment. Elles tombent amoureuses d'un concept, de ce qu'elles imaginent être une relation amoureuse. Mais elles n'ont pas vraiment fait l'expérience. Donc typiquement, elles aiment bien l'idée de l'amour. Chaque être humain sur Terre a besoin d'amour. Et c'est un peu comme un enfant qui jouerait au papa et à la maman. On fait semblant d'être comme ces gens amoureux, sans pour autant savoir ou avoir fait l'expérience de ce que c'était réellement. En biologie, il y a une hormone qui sert à l'amour. Elle s'appelle l'ocytocine. Typiquement, quand tu étais petit, quand ta mère te prenait dans les bras, tu dégageais en toi l'hormone d'ocytocine. C'est ce qui provoque du calme, de l'apaisement. C'est aussi ce qui crée le lien durable avec quelqu'un. Cette sensation humaine, cette hormone, te permet de te sentir bien avec l'autre, de te sentir accepté. Malheureusement, chez beaucoup de personnes qui sont évitantes, ce lien avec la mère a été perturbé. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. Par exemple, la mère a été froide, ou instable, ou encore elle a été envahissante, ou tout à coup, elle a disparu de leur vie. La chose que ça leur a appris dès leur plus jeune âge, c'est que le lien émotionnel avec un autre n'est pas sûr. Donc, en gros, ils savent que l'amour existe, mais ils ne savent pas exactement comment faire pour l'obtenir. C'est un concept mental, c'est un concept intellectualisé dont ils n'ont pas fait l'expérience. Un petit enfant qui va jouer au papa et à la maman va faire semblant d'être comme les adultes sans pour autant avoir fait l'expérience d'être un père ou une mère. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne connaissent pas l'amour, le vrai, et notamment les effets d'ocytocine? C'est parce qu'il y a un problème qui est de l'ordre biologique. Les récepteurs de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, sont bloqués par une autre hormone qui est l'hormone du stress, du cortisol. Ça signifie que même s'ils essayent, même s'ils tentent de créer ce lien, malheureusement, le cerveau ne perçoit pas ce lien correctement. Et comme ils ont fait une mauvaise expérience étant jeunes avec leur mère, ils vont éviter ensuite toute expérience qui pourrait les mettre dans une situation qui irait générer de l'ocytocine. Comme par exemple, ils ne se montrent jamais vulnérables, ils sont complètement indépendants émotionnellement, et lorsque ça parle d'intimité, ils s'éloignent. On arrive donc sur un paradoxe. Ce sont des personnes qui cherchent l'amour, qui en comprennent intellectuellement le concept, mais pour autant leur système biologique interne les empêche de ressentir l'amour, le vrai. Du coup, les évitants créent un modèle intellectuel du partenaire idéal. Ils vont réfléchir à l'amour comme une équation. Ils vont réfléchir à l'amour comme une équation logique. Ce modèle va reposer sur 3 critères principaux de sélection du partenaire. Premier critère, le partenaire qu'ils vont rencontrer ne doit pas trop demander, parce qu'ils ne doivent jamais se mettre en situation de vulnérabilité. Par exemple, pas de discussion émotionnelle trop profonde. Pas non plus de conflits intenses qui montreraient chez eux une vulnérabilité. Le deuxième critère, c'est l'absence de pression. Typiquement, le partenaire idéal à leurs yeux, dans leur logique, ne doit pas trop s'engager, ne doit pas imposer ses attentes, et si jamais tu es anxieux toi-même et que tu rencontres un partenaire évitant, c'est exactement la chose que tu auras. Tu auras besoin d'engagement et tu auras besoin d'imposer des attentes. Donc au début, ces partenaires seront à fond, et puis après ça, tu as des drôles de phrases qui viennent contredire ça. Au bout de quelques mois, il va te dire « Et si on attendait un peu avant d'aller plus loin, avant de s'engager ?»« Oui, oui, t'inquiète pas, on va peut-être se marier un jour, on verra. » Le partenaire évitant projette la relation qu'il a eue avec sa mère, compliquée, qui n'a pas créé d'ocytocine, en se disant, vu que ça n'a pas fonctionné dans ce lien-là, le lien maternel qui est extrêmement important pour l'être humain, alors chaque expérience de relation intime et émotionnellement créera le même désastre. Donc il se dit, si ça a été la catastrophe, avec n'importe quel type de partenaire, ce sera également la catastrophe. Son troisième critère, pour toi, c'est que tu viennes générer chez lui de la dopamine de manière permanente. Ils veulent de l'excitation, de la stimulation et de la nouveauté. Le souci là-dedans, c'est que la biologie humaine ne fonctionne pas comme ça. Typiquement, la dopamine, celle qu'on a souvent en phase de lune de miel au début d'une relation amoureuse, finit par disparaître au bout de 7 mois. On arrive donc sur un modèle qui est impossible à tenir dans le temps. Il cherche quelqu'un qui n'a aucune attente, qui va créer une excitation de la nouveauté de manière infinie. Et en gros, c'est « je veux que tu sois un clown, je veux que tu sois génial, je veux que tu sois surprenant chaque heure, je veux que tu aies une jambe en l'air, un bras sur le sol et un vase sur la tête. » Ça ne pourrait pas tenir dans le temps.
Revenons un instant sur leur enfance. Et ça, c'est probablement quelque chose que tu ne sais pas. Parce qu'ils ne s'en vantent pas. Personne n'aime se vanter du fait que ça a été compliqué dans sa jeunesse, qu'ils ont échoué. Pour rappel, ils sont évitants et ils veulent le cacher. La chose qu'ils veulent te montrer, c'est que oui, ça a très bien fonctionné auparavant, mais il y a eu quelques soucis qui font qu'ils sont célibataires au moment où tu les croises. Leurs premières relations dans leur jeunesse, vers 15 ans, 18 ans, 21 ans, ont mal fini. Parce que l'évitant, comme on l'a vu, ne comprend pas l'amour. Et il vient aussi saboter inconsciemment chacune des relations dans lesquelles il entre. Par exemple, il finit toujours par devenir distant. Il finit toujours par se retirer, par créer de la frustration. Et il conclut à chaque fois de la mauvaise manière en disant « Les relations amoureuses, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. » Un exemple classique, c'est un évitant qui aurait été blessé d'une relation amoureuse à 20 ans, qu'il a lui-même saboté, et qui te dirait, 30 ans après, lorsqu'il arrive sur la cinquantaine, je ne peux plus faire confiance parce que mon expérience m'a montré il y a 30 ans de ça que ça ne marchait pas. Suite à ça, dans leur jeunesse, ils vont tester différents types de relations. Parce que si ça n'a pas fonctionné une fois, c'est peut-être qu'il faut se comporter différemment. Donc par exemple, ils ont pu essayer de sortir avec plusieurs personnes en même temps. Ils ont pu aussi avoir des relations intimes, mais sans engagement. Et on est dans un monde aujourd'hui où les applications de rencontres permettent facilement de masquer le comportement d'un évitant. Ça ne fonctionne pas, c'est de la faute des autres, je ne suis pas en tort, je vais juste retrouver un nouveau partenaire avec qui ça marchera plus la prochaine fois, avec qui il y aura plus de dopamine pour toute la vie, sans réaliser que cette attente est impossible. Ils peuvent aussi parfois, dans leur modèle intellectuel, se contenter de quelqu'un qui pourrait faire l'affaire potentiellement. Oui, j'ai un modèle, oui, j'ai un idéal, cette personne en face de moi n'est pas exactement celle que je cherche, mais bon, on peut quand même passer un bon moment. Tant qu'à ne pas s'engager, autant s'amuser. À un moment donné, ils auront envie d'autre chose. Ils vont vouloir quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus stable. Et l'évitant, qui intellectualise toujours sa relation amoureuse, va choisir un, deux ou trois candidats potentiels. Il crée toujours ces conditions secrètes qu'on a vues juste avant. Par exemple, cette personne doit être toujours positive. Elle doit m'exciter en permanence. Je dois avoir mon pic de dopamine pendant des années. Ou encore, elle ne doit pas me mettre en insécurité. Donc, ça signifie qu'elle ne doit jamais me critiquer. Ou elle ne peut pas trop en demander. On ne doit pas non plus me mettre la pression pour m'engager dans le temps. Mais attention, ces conditions ne seront jamais indiquées clairement. Tu ne les connaîtras jamais. Tu vas les découvrir après. Ce jour précis où ils ont eu envie de plus, ils t'ont rencontré, toi, peut-être par hasard. T'as été trouvé parce que tu étais parfait sur le papier. De manière intellectuelle, tu remplissais les critères. Tu avais quelque chose de plus. Et t'as peut-être même vécu une phase de love bombing qui était intense pendant les premiers mois. Parce que parfois, oui ça arrive, un évitant est submergé de manière très intense par quelqu'un d'autre. Ce sera souvent une personne qui a un attachement anxieux ou encore borderline ou désorganisé. Cette personne va envoyer énormément d'attention sur eux. Ça va créer une intensité émotionnelle extrême en eux et oui, il peut y avoir à ce moment-là un afflux de dopamine évidemment, mais aussi un afflux d'ocytocine, ce qui va créer une confusion totale chez eux. Ils n'ont jamais ressenti ça, ils n'en ont jamais fait l'expérience, et tout à coup ça arrive. Alors bien évidemment, ça explosera juste un peu après, mais on en reparlera. Si vous vous êtes rencontrés, ce n'est pas totalement un hasard. L'anxieux, l'anxieuse, peut-être toi aujourd'hui, a été attiré par l'évitant parce qu'il incarne ce que tu penses ne pas avoir. Typiquement, tu t'es dit, cette personne est forte, contrairement à moi qui suis anxieux. Cette personne est indépendante, contrairement à moi qui suis anxieux. Cette personne ne dépend de personne. Toutes ces caractéristiques que tu cherches en toi-même. Et l'évitant a pensé d'autres choses sur toi. Il s'est dit, cette personne est vivante. Quand on est anxieux, on donne beaucoup, on regarde beaucoup. Il s'est dit, cette personne ressent intensément. C'est exactement ce qu'il manque chez lui. Il s'est dit, avec lui, avec elle, la vie est en couleur. Au début, ça a été passionné. Malheureusement, au bout de 6 à 12 mois, c'est devenu infernal et tout ce qui t'a attiré chez l'autre, notamment son indépendance, finit par te bousiller. Mais revenons un tout petit peu en arrière, parce que là on arrive à la phase 2, l'engagement. Ça se passe très bien au début, pendant les 6 à 12 premiers mois. On veut aller plus loin, on veut s'engager. Et là, il va jouer le rôle du partenaire, le rôle de l'homme idéal,
le rôle de la femme idéale. De manière surprenante, l'évitant peut décider de s'engager. Il y aura une relation qui sera officielle. Il y aura peut-être même des fiançailles, peut-être même un mariage, peut-être même le fait de penser à avoir des enfants ensemble. Pourquoi alors que cette personne évite? Premièrement parce qu'il se dit que l'amour viendra avec le temps. Il n'a jamais réussi précédemment, il suffit juste peut-être, dans son cas, d'être patient. Probablement aussi parce qu'on est tous, même si on pense que c'est pas le cas, sous une forme de pression sociale. Tous les gens autour de moi sont en couple, je ne veux pas paraître pour le vilain petit canard, je veux également être en couple. Et puis, de manière biologique, naturelle, beaucoup d'évitants ont aussi des émotions. Ils veulent aussi avoir une famille, une vie stable, ils y aspirent, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Mais derrière tout ceci, il y a toujours ce doute. Peut-être que l'amour, peut-être que le bonheur, ce n'est pas fait pour moi. Peut-être que je ne suis pas capable de ça. Alors, ils vont commencer à jouer un rôle. On parlait tout à l'heure de cet enfant qui veut jouer au papa et à la maman pour faire comme si. C'est exactement ce qui va se passer. Ils vont prendre ce rôle à la perfection, un peu comme un acteur à qui on aurait filé un script. Ils vont essayer d'être parfaits de manière intellectuelle et non pas émotionnelle. Ils vont essayer de jouer le script pour sembler cohérents. Ils vont offrir parfois de la sécurité matérielle. Ils vont offrir de la protection. Ils vont offrir ce qui ressemble à de la stabilité. Ça peut être un homme, par exemple, qui travaille beaucoup. Ça peut être une femme qui va fournir un cadre. Mais il y a deux choses que tu n'auras pas là-dedans. Tu n'auras pas de sécurité émotionnelle. Tu as toujours cette espèce de chose en toi qui ressent qu'il y a un problème depuis le début de la relation. Tu ressens que l'autre, c'est pas comme s'il lisait un script, mais tu ressens qu'il est un peu différent d'une personne qui serait vraiment amoureuse. Ça a le goût de la relation amoureuse, mais c'est bizarre. Et il ne t'offre pas non plus de connexion émotionnelle. C'est une personne avec qui tu passes beaucoup de temps, qui est géniale, mais ça reste un mystère pour toi. T'arrives jamais à être vraiment proche de lui. Il y aura au début des premières réussites qui seront sensationnelles, parce que au tout début, la relation semble bien fonctionner. Toi, tu vas ressentir de la passion. Mais chimiquement, entre vous deux, il y a un immense décalage. Tu ne vis pas du tout, d'un point de vue hormonal, ce que l'autre vit. Toi, tu vas recevoir de la dopamine, ce qui est normal en début de relation amoureuse, mais tu auras aussi de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement. Lui, par contre, ou elle, n'aura que la dopamine. Ça ressemble. C'est comme ces produits qu'on trouve en grande surface avec des produits chimiques, ça ressemble à peu près à un sirop de fraise, mais ce n'est pas de la fraise, c'est juste de la chimie. Il y a une grosse différence et il faut que tu comprennes bien comment ça se passe. Voici l'amour dopamine, que tu as aussi, que vous avez tous les deux au début. L'amour dopamine, c'est l'excitation, la nouveauté. Je pense tout le temps à cette personne. J'ai besoin de la voir, elle est incroyable, je l'idéalise. La relation est spéciale, la relation est magique. J'ai l'impression quand je marche chez moi que je flotte dans l'air. Je recherche constamment la stimulation. J'ai mon cœur qui bat plus vite quand je la vois. Je suis nerveux avant qu'on se retrouve, à chaque fois, pendant les quelques premiers mois. J'ai une sensation d'énergie, d'euphorie. Parfois, j'ai même du mal à manger. J'ai des frissons quand je reçois un message. Je consulte mon téléphone en permanence. Le corps humain qui sécrète cette hormone est fonctionnel. C'est normal. Et il y a une durée en biologie pour ça dans une nouvelle relation. Ça va durer statistiquement quelque part entre 3 mois et 7 mois. Puis, la dopamine va diminuer progressivement, laissant place massivement à l'ocytocine. Ce que toi, tu as, ce que l'autre, malheureusement, n'a pas. Je me sens bien avec cette personne. Je peux être moi-même. Je peux lui faire confiance. J'ai une impression de stabilité. J'ai un sentiment d'appartenance. J'ai moins d'obsession. Mon corps est détendu quand on dort l'un près de l'autre. J'ai un apaisement au moment où on se prend dans les bras. J'ai un sommeil plus facile. Je me sens apaisé après une journée difficile juste en parlant avec cette personne-là. Rien que le fait de lui partager mon quotidien, je me sens bien. Et j'ai envie de construire sur le long terme. Cette hormone, elle peut durer pendant des années. Et elle va même se renforcer avec la confiance, avec le sentiment d'appartenance, avec la proximité, avec tout ce qu'on va partager ensemble, avec la complicité. Une relation stable va commencer par la dopamine, puis va continuer, va survivre grâce à l'ocytocine. Et tu vas me dire, Antoine, je suis perturbé en écoutant ça. Parce que j'ai l'impression que moi, mon évitant, était quand même capable parfois de se confier.
de me parler pendant des heures. Et si tu te souviens bien, il y a probablement eu des fois où en effet, tu avais l'impression que vous étiez connectés tous les deux. Il te raconte son passé, il devient très émotionnel et vous semblez réellement connectés. C'est peut-être même pour ça que tu n'as pas vu arriver cette deuxième phase catastrophique qui va arriver juste après, où l'autre s'éloigne. Il y a des conditions très spécifiques où un évitant peut se confier. Par exemple, lorsqu'il y a de l'alcool. Parce que l'alcool vient stimuler la dopamine. Donc par exemple, pour compenser la chute de dopamine à un certain moment, ton évitant peut boire pour se restimuler. Ou encore, l'alcool peut faire tomber ses défenses et tout d'un coup, il peut se livrer. Il parle de son enfance, de ses blessures, de ses émotions profondes. Et toi, tu prends ça vraiment pour toi. Tu te dis, ça y est, on est réellement connecté. Sauf qu'en réalité, cet état est temporaire. Parce que le lendemain, il devient extrêmement froid et distant. Cas numéro 2, cette personne peut se confier lorsque la relation est temporaire. Vous êtes restés ensemble que 2-3 mois, il n'avait pas l'intention de rester dedans, il s'est confié. C'est toujours plus facile de raconter sa vie à un inconnu dans un bar qu'à quelqu'un qu'on aime bien, qu'à quelqu'un qui est proche. Et bien là, c'est pareil. Il sait que ça ne durera pas, il ne te connaissait pas avant, il sait qu'il ne te connaîtra pas après, et donc il se livre. Cas numéro 3, au début de la relation amoureuse, il n'y avait pas encore d'attente, pas encore de pression, pas encore d'engagement, et il s'est senti en sécurité pour se livrer. Cas numéro 4, lorsque la conversation est complètement contrôlée, tu as l'impression que cette personne se livre sur sa vie, en réalité, il y a quelques sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'engagement de sa part, il peut se livrer. Cas numéro 5, dans le cadre d'un effondrement temporaire, il y a une rupture, une dépression, un burn-out, un deuil intense, un gros stress. Dans ce cas-là, il peut se livrer, il peut même pleurer. Mais dès qu'il a réussi à rassembler ses esprits, il redevient distant. Malheureusement, le décalage commence à se faire de plus en plus gros au fil des mois. Toi, tu as des émotions et des besoins. Toi, tu es en train de créer de l'attachement. Par exemple, tu as une journée difficile, tu rentres le soir, tu as envie de partager ce qui t'est arrivé avec ton partenaire. C'est pas comme ça qu'il va le prendre. Il va pas se dire, tiens, on se connecte enfin, on va pouvoir se rapprocher et donc se faire du bien simplement en s'écoutant ou en se prenant dans les bras. Lui, il ressent de la pression, de l'engagement, une demande à laquelle il ne sait pas répondre. Il devient irritable. Et donc, vous habitez ensemble, vous êtes deux personnes qui se connaissent, vous êtes en couple. Pourtant, cet événement-là marque votre différence de fonctionnement. Pour toi, c'est un besoin humain de connexion pour venir calmer ta journée ou pour te réparer. Pour lui, c'est le cortisol qui démarre, l'hormone du stress. On a vu tout à l'heure que le cortisol commençait à s'effondrer au bout de 3 à 7 mois. Imagine ça comme la chute d'une falaise. C'est gigantesque. La chute de la dopamine est quasiment visible à l'œil nu. Ça tombe un grand coup. Il commence à voir que tu n'es pas le partenaire idéal et dans son modèle intellectuel de la relation, il voit ça comme une entreprise. Le coût émotionnel augmente chaque jour. Tu demandes de plus en plus de connexion intime parce que toi, ce que tu veux, c'est t'engager réellement dans la relation. Malheureusement, si les coûts augmentent pour lui, ses bénéfices diminuent. La relation sera beaucoup moins excitante. Les attentes augmentent. Les discussions sur l'engagement commencent à être présentes. Tu étais la personne la plus excitante au monde parce que tu crées de la dopamine chez lui. Tout à coup, tu deviens la personne la moins excitante. Et tous les autres deviennent mieux que toi. Par exemple, un ex devient plus attirant que toi parce que ça pourrait recréer ce pic de dopamine. Ou encore quelqu'un au travail. Ou encore un inconnu sur les réseaux sociaux. Ne vois pas ça comme une forme d'ingratitude, il a juste besoin de ça pour se stabiliser aujourd'hui. Il peut même te proposer des plans pour continuer à maintenir sa dopamine. Comme par exemple, il te dit « Et si on ouvrait notre couple ? Et si on faisait un plan à 3 ?» Et toi, tu réponds « Je ne sais pas, c'était pas exactement ce que j'avais prévu, j'avais plutôt envisagé qu'on pourrait s'engager, créer une famille, faire quelque chose d'autre qu'un plan à 3. » Il cherche désespérément à recréer cette excitation. Il n'arrive plus à le trouver en interne, qu'on se comprenne bien, hein. Il ne veut pas forcément te quitter, mais il a besoin d'avoir des sources externes de dopamine. Il peut donc fréquenter d'anciennes relations, il peut draguer. Au tout début, quand ça commence à chuter, ça le surprend lui-même, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Si tu lui poses la question de « pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ?», il ne saura même pas précisément te le dire. Et si au début, il tente maladroitement de trouver des réponses externes pour compenser le manque interne, ça va malheureusement vite se transformer en autre chose
il aura besoin de partir. Les solutions externes ne fonctionnent pas pour venir compenser l'interne, il doit s'échapper. On en arrive à la phase 3, la crise. Celle-ci, tu l'as vu arriver. Celle-ci, tu peux pas être passé à côté. C'est compliqué. Cette personne se ferme. T'essayes de lui parler, t'y arrives pas. Il peut parfois se dire qu'intellectuellement tu es parfait, mais ça ne fonctionne pas, donc que c'est peut-être lui le problème. Mais malheureusement, ce n'est pas très fréquent. Tu seras plus souvent pointé du doigt. Il va devenir silencieux, distant, introspectif. Et cette phase peut durer de quelques semaines à quelques mois. Le conflit éclate. L'évitant te dit « je ne ressens plus la même chose ». Pour toi, c'est l'abandon. On arrive dans le fameux cycle anxieux-évitant. Quand il se retire, tu te dis que personne sur Terre ne voudra de toi. Tu lui dis « parle-moi, écoute-moi, dis-moi ce qu'il t'arrive ». T'es dans l'incompréhension la plus totale. Tu ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu passer du couple parfait à ça aujourd'hui. Pour toi, ça n'a absolument aucun sens. Et lui, ce qu'il va ressentir, ce ne sera pas un besoin de communiquer. Il va ressentir de l'étouffement. Plus tu veux te rapprocher de lui et comprendre, plus il se sentira sous pression. Plus il se retire, 3 pas en arrière, plus tu avances vers lui. Et on arrive dans un cercle vicieux parfait. Et à un moment donné, il décide tout seul que cette relation ne fonctionnera pas. Et il prend la décision sans même te concerter. À ce moment-là, il y a 2 chemins possibles. Il y a une bifurcation. Certains évitants choisissent la fuite. Ils vont prendre dès le lendemain une application de rencontre, ils vont se mettre dessus et ils vont chercher de nouvelles aventures. À la quête de la dopamine perdue. C'est le titre d'un film. Ça revient temporairement, mais ça repartira juste après. Le chemin 2, c'est celui de la remise en question. Il se dit « et si ce problème venait de moi ?» Malheureusement, ça peut arriver très tard. J'ai notamment un homme de 62 ans qui m'a contacté, qui a enfin compris que son problème venait de lui. Et qui a perdu sa vie entière à ne pas comprendre comment fonctionnait réellement l'amour. Heureusement pour certains, un vrai travail, un vrai chemin d'acceptation et une reprogrammation du cerveau est possible. Cette phase de reconstruction, déjà doit démarrer avec un partenaire qui est sécurisé, qui est stable, qui est calme, qui est patient, qui est clair. Et là, dans ce cas-là, la discussion devient possible. La phrase que tu lui as peut-être dit, c'était « qu'est-ce que je dois faire pour te plaire ?» Ce n'est pas du tout la bonne phrase. La vraie phrase serait « de quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir bien et apaisé dans cette relation ?» Lorsqu'il travaille sur lui, l'évitant va apprendre à calmer son système nerveux, dans le temps. Il va quitter son mode de stress permanent. Il va sortir du mode guerre pour enfin entrer dans un mode de paix. Ça peut prendre quelque part entre 1 et 2 ans. Il va apprendre à faire une différence entre ce qu'il a vécu dans son enfance et sa vie adulte. Il va apprendre à se montrer vulnérable. Il va apprendre que se connecter proche de quelqu'un peut libérer une hormone qui est géniale, sans aucun stress. Il va apprendre à exprimer ses émotions, sans devoir picoler. Cette nouvelle sensation, c'est « je peux baisser ma garde près de toi ». Et cette découverte qu'ils vont faire va pouvoir se déclencher dans d'autres sphères de leur vie, comme par exemple à leur travail ou en amitié, ou même dans leur famille. Ils arriveront dans une phase de sécurité relationnelle. La communication sera plus simple, plus besoin de se cacher, plus besoin d'avoir peur. La relation peut être transparente, elle peut être stable, elle peut être sécurisante, elle peut être bienveillante au quotidien. Même s'il y a une base commune entre chaque évitant, ils sont pour autant tous différents. Ils ont tous des parcours de vie qui sont différents. Votre relation est différente de celle de votre voisin. On est tous des cas uniques. Si vous voulez savoir quels sont les bons comportements à adopter face à cette personne, si vous pensez que cette personne peut changer, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous sur psychologue.fr pour trouver un psychologue, parce que je ne peux pas vous donner aujourd'hui une phrase standard qui marcherait pour chacun d'entre eux. Votre situation est unique, elle doit être étudiée. On va travailler pour établir une bonne communication, pour mettre les bons actes au quotidien, pour avoir les bonnes phrases, pour avoir le bon comportement, de manière à ce que cette personne se sente enfin en sécurité. La confiance se rétablira par les mots, bien sûr, par votre façon d'aborder le sujet, par votre façon de rassurer, de communiquer, mais aussi par les actions que vous allez partager ensemble. Voilà mes amis, si jamais ça vous tente, cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Nos psychologues sont formés spécialement pour les attachements anxieux et évitants, et on se retrouve prochainement. J'ai hâte de lire aussi vos commentaires pour nous partager ce que vous avez vécu. Parce que parfois, quand on partage, ça permet de se sentir moins seul quand quelqu'un rencontre ce type de situation. Salut à tous, bye.